Et j'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Javier de Positivo Podcast. Bienvenue, je suis très heureuse de te rencontrer finalement, de te voir en personne. Merci beaucoup, mais merci beaucoup aussi pour l'invitation. Ça me fait aussi un grand plaisir. C'est une belle rencontre, un grand honneur pour moi d'être podcast de comité de famille. Et aujourd'hui, c'est une rencontre justement des podcasts. Cette émission, c'est un podcast. Tu réalises des podcasts. Moi, j'ai un accent. Toi, tu as un accent. Est-ce que vous, à l'antenne, vous nous comprenez bien? Je pense que oui. Oui. On peut se permettre de continuer. Du coup, vraiment, merci pour le travail que tu fais des podcasts. Je te laisse un peu présenter déjà librement qu'est-ce que c'est Positivo Podcast. Merci beaucoup. Positivo Podcast, c'est un podcast que j'ai conçu l'année dernière. Et c'est un podcast ça sera par des saisons. En français et en espagnol. Je suis d'origine mexicaine et j'habite en France depuis à peu près 9 ans. Et je suis positive depuis à peu près aussi 10 ans, 11-10 ans. Et Positivo Podcast, c'est une façon d'aborder le VIH depuis le regard humain, et sans parler forcément de le côté clinique, le côté politique, le côté militant, que c'est essentiel, c'est important. Mais j'avais remarqué qu'il manquait parfois cet aspect humain. Qu'est-ce que c'est de vivre avec le VIH et que ce n'est pas non plus concentré que sur les personnes homosexuelles, les personnes homosexuelles comme moi, et jeunes, qui ont fait la Pride et tout ça. Donc je me suis dit qu'il manquait toutes ces histoires de personnes qui vivent avec le VIH. D'humanité. En fait, comment ça t'est venu à toi? En fait, c'était juste un constat que tu ne trouvais pas vraiment ce côté-là. Du coup, tu t'es dit, tiens, c'est moi qui va la porter. C'est une belle histoire, moi je la trouve une belle histoire. Et au Mexique, j'ai fait une BD parce que je suis illustrateur sur la question de l'homosexualité, ou la question gay. Et c'était la première BD gay au Mexique. Et après, j'ai eu mon diagnostic. Cette BD, elle est très populaire. Je suis même allé en Colombie pour la santé. Et elle était très très populaire. Donc après mon diagnostic, j'ai décidé de commencer à parler du VIH. C'était pour moi une façon de thérapie. Et je me disais aussi, finalement, j'ai ce pouvoir, entre guillemets, d'avoir la parole. Donc je voulais depuis longtemps faire un projet créatif. Parce que je me considère un créativiste, une personne qui mélange la créativité et l'activisme. Et Après, avec le temps, je voulais faire ce projet, mais je me suis dit c'est un peu compliqué parce que finalement j'ai grandi, j'ai des autres responsabilités en tant qu'adulte, je suis plus jeune, on va dire, et je voulais faire aussi collectif parce que si je faisais un projet d'illustration, parce qu'après j'ai créé un BD sur le VIH. C'était devenu hyper populaire aussi, ça a duré 6 mois. Après, j'ai pas eu le temps de continuer, c'était que sur Facebook. Et ça a gagné beaucoup d'abonnés en ce moment. Et c'est pour ça que je voulais créer quelque chose qui soit un peu plus collectif. Donc, l'idée, c'est de le faire collectif parce que je voulais pas que ça entre sur moi. Donc, c'est un peu l'histoire. Je remarque du coup que tu as un profil créative qui vient bien avant du VIH, c'est-à-dire que le VIH n'a pas brisé ton chemin. Exactement. Ne l'a pas brisé, au contraire, je pense que ça m'a aidé à connecter avec comment gérer avec toutes ces émotions quand on reçoit le diagnostic. Et je pense que c'est ma mère, elle m'a soutenu tout le temps depuis le début. Et elle m'encourageait à le faire. Elle me disait, je vois que chaque fois que tu es triste, que tu es content, que quelque chose ne marche pas, et tu laisses cette petite illustration par ici, par là. Donc, elle me disait, fais-le. Elle m'encourageait à le faire. Donc, j'utilisais la créativité. C'est pour ça que je me considère créativiste, parce que je crois dans le pouvoir de la créativité, mais pas que visuelle, mais la créativité en général, et pour une façon de décharger toute la charge mentale en général. Et tu as lancé ce projet de podcast il y a 1 an avec un but qui n'est pas du tout monétisé.
tu ne veux pas gagner de l'argent. Non. Tu nous as contactés, tu nous as même proposé gratuitement ces podcasts. Je profite de dire à nos auditeurs que bientôt, dans des prochaines émissions, on vous proposera des extraits des podcasts de Javier que vous pouvez quand même après retrouver sur le site Positivo Podcast et écouter comme vous voulez. Merci. Et oui, effectivement, l'idée de ce podcast, c'est pas gagner de l'argent. Et pour commencer, parce que maintenant j'ai un site internet, positivopodcast.com et positivopodcast.fr. Et j'ai créé le site internet, j'ai mis là les épisodes en espagnol, parce que là, on sont aussi en espagnol et en français. J'ai investi un peu de mon temps, de mon énergie et de ressources, parce que je crois vraiment qu'on a besoin de ça. Et si j'ai un peu le privilège de pouvoir allonger du temps, de pouvoir mettre quelques ressources pour quelque chose qui c'est collectif, j'ai un peu cette idée de le bien-être collectif. Donc, c'est pas une chose isolée. Après, je ne crois pas non plus à tout ce qu'on fait doit être monétisé. En plus, cette question de podcast, de libération de paroles, de témoignages, moi, je ne le trouve pas non plus que je ne peux pas le faire et que je pas... Moralement, c'est pas... Un peu faire l'argent avec des témoignages, c'est un peu... Oui, tu trouves pas moral. Oui, c'est immoral de... Oui, comme d'utiliser ces personnes, d'ailleurs ces personnes qui se sont ouvertes à toi, vraiment les cœurs ouverts. D'ailleurs, comment ça s'est passé ces rencontres? Comment tu as rencontré ces personnes? Est-ce que c'était difficile pour toi de parler avec elles? Au début, avant la saison qui était lancée le 1er décembre 2025, j'ai fait la saison en espagnol avec ma mère en distance, avec 9 épisodes. Et ici en France, je me suis dit, OK, comment est-ce que je vais trouver des personnes? J'ai contacté plusieurs associations, parce que justement pour montrer cette mosaïque de personnes qui vivent avec le VIH. Et il y avait l'association Solency à Marseille, qui m'a dit, OK, nous avons une journée, un jeudi, où les gens se rencontrent, des groupes de discussion, et on t'invite à venir un après-midi, et comme ça, tu pourras les interviewer. On parlait de podcast, je suis allé là, me présenter, et les personnes, on était dans une petite salle, moi avec mon ordi, et un petit microphone, et voilà, on a commencé à discuter. L'idée que les gens se sont motivés parce qu'il n'y a pas de vidéo, ils sont libres de mentionner leur nom ou leur prénom ou des choses qui les identifient. Donc j'ai mis aussi une sorte de feuilles de route ou des règles, consignes plutôt, pour que les gens se sentent plus à l'aise et de pouvoir discuter. Et les gens, je pense qu'on aime bien, on aime bien rencontrer nos histoires. Et en plus, quand ce sont des histoires que la majorité ne sont pas habitués à exprimer qu'ils ont vécu, pour eux, c'était très libérateur. Je me rappelle, il y avait un monsieur qui, au début, il était un peu fermé. Et après, il s'est lâché. Et après, il disait aux autres, allez participer. Ces choses, c'est juste parler de nous, sans rien dire sur nous. C'était intéressant. Oui, du coup, tu trouves les contacts, c'est très bien passé, j'imagine. Ouais. Ils se sont tout de suite ouverts à toi. Oui, exactement. Et du coup, là, avec ces personnes, tu as pu explorer des côtés très intimes. C'est vrai que les personnes veulent parler d'eux-mêmes, mais les côtés intimes, c'est quand même difficile de se livrer comme ça. Tu les as rencontrés un après-midi et t'ont tout de suite parlé. Oui, je pense que parce que parfois, avec le sujet du VIH, on a cette envie de parler et parfois de s'ouvrir. Et peut-être c'est ma personne aussi qui fait que les gens se sentent un peu plus à l'aise. Et c'est important pour moi de jamais juger, même si je ne suis pas d'accord ou je ne comprends pas quelque chose, et de jamais juger. Peut-être il y avait parfois les gens utilisaient un vocabulaire que je ne partage pas. Par exemple, moi je ne dis pas maladie, je ne suis pas malade. Moi je ne me considère pas malade. Mais si les gens disent je suis malade, c'est leur expérience, leur vécu. Donc je respecte beaucoup le témoignage des personnes. Et d'ailleurs aussi, sinon je vais oublier, et j'ai aussi reçu le soutien de Paris Sans Sida. Et ça m'a invité aussi pour faire un épisode avec Christophe Martel et aussi Jean-Luc
Romero. Et donc, il m'a permis. Donc, j'ai trouvé un très, très beau réseau ici en France. Au Mexique, c'était un peu plus difficile parce que je ne suis pas là. Oui. Donc, au Mexique, c'est avec ma mère. Oui, c'est-à-dire tu es à distance avec les Mexiques, sinon tu pourrais... D'ailleurs, tu envisages de... Tu as des projets que dans le futur, ils te reporteront au Mexique ou pas vraiment? Et au Mexique, je ne sais pas, parce que je suis en France et c'est un peu compliqué parfois. Mais chaque fois que j'y vais, maintenant, j'ai cette intention de rencontrer des assos, parce que je n'ai jamais fait rien au Mexique, sauf l'AVD que j'ai fait, mais de ce projet médiatique, ou de m'investir, ou de rencontrer des associations, je n'ai jamais le fait. J'ai eu mon diagnostic, et après, je me suis dit, ok, je vais bien, je suis enceinte, et pop, je ne m'implique pas au niveau associatif. Et là, maintenant que j'ai développé ce côté associatif, je vais le faire au Mexique, parce que j'ai la chance d'aller chaque année. Oui. Ah bah oui. Et les diagnostics, du coup, tu l'as eu quand tu étais au Mexique? Oui. Et tout de suite après, tu as décidé de venir en France ou c'était déjà un projet? C'était déjà un projet. C'était déjà un projet de venir. C'était un peu compliqué parce que justement, je me suis dit, bon, c'est la fin de tous mes rêves. Et finalement, je me suis très bien accueilli en France. Et parfois, j'avoue que ça me fait un peu peur avec tous les discours de on est migrante chez nous, le VIH, est-ce que je suis un bon migrant, est-ce que je ne le suis pas. Mais heureusement que j'ai trouvé toujours du soutien des personnes, de ce système solidaire que je pense qui existe encore dans les gens, dans beaucoup, beaucoup de gens. Que parfois, ça ne représente pas ce qu'on voit dans les médias. Donc, oui, c'est-à-dire qu'il a plus du bon de ce que des fois apparaît. Exactement. Je pense que parfois, les mal, c'est beaucoup plus visibilité, mais à vrai dire, moi, mon expérience, c'est vraiment, j'ai rencontré des personnes solidaires. J'ai appris beaucoup aussi de tout ce système de solidarité entre les associations, des actions, tout ça, que je pense qu'à bout d'un moment, je verrai que les gens dans des autres pays ont les mêmes opportunités. Ce soutien que parfois les gens peuvent recevoir dans une association. Et à propos des visibilités, des soutiens, le VIH, chez toi, est visible dans le sens que tu l'affiches avec le podcast, c'est pas un souci pour toi. Ce qu'il peut poser plus des problèmes, et tu viens de le dire, c'est plutôt les côtés immigration. En fait, c'est lourde de voir la situation qui s'est créée en France pour une personne qui n'est pas née en France. Le durcissement de toutes les règles migratoires pèse aussi sur ta vie quotidienne. Et je pense que oui, carrément, j'ai eu quand je suis venu en France, il y avait cette idée de bon, je suis un peu le migrant sale parce que je vais profiter du système, je vais... En même temps, je me disais, une personne au Mexique, par exemple, si c'est un étranger, elle a le droit aussi de recevoir les médicaments. Donc, il me semble que quelqu'un, il y a quelques années, m'a dit que un pays faisait partie de l'UNOSIDA à l'époque et s'engageait justement à proposer ces médicaments. Je me disais, OK, donc c'est un peu une chose politique et je veux revendiquer, continuer avec ma vie. Et j'avais cette idée de que la France accueille, peu importe si on vient contribuer, si on vient faire des choses. Donc je me disais, j'ai fait un service civique, donc je me dis, ok, c'est un échange. Et parfois ça pèse, mais justement je me dis, pourquoi ça pèse? Ça c'est une chose sociale, parce que c'est une chose que j'explore avec le podcast. Quand on reçoit un diagnostic, on s'est dit, c'est moi, c'est ma faute, on l'internalise, mais à vrai dire, il a un volet collectif, un volet sociétal hyper important, parce que la culpabilité nous fait de dire, non, c'est que nous, c'est à moi, c'est ma faute, je ne suis pas la bonne personne, voilà. Donc, je pense que j'ai passé cette dimension et de dire, je l'ai eu, on fait ça de ma vie, donc j'ai pas eu de comportement, comme ça, d'envie qu'on pourrait dire, ah oui, sans juger, sans vraiment juger, mais j'ai juste vécu ma vie. Et
Parce qu'on avait cette idée de le VIH, c'est pour les personnes qui se droguent, les personnes qui se prostituent, qui ont une vie sexuelle Les préjugés classiques. Ouais. Moi, je le savais aussi. J'avoue que je le savais. Quand j'ai reçu mon diagnostic, je me suis dit, ah, mais je ne suis pas ce type de personne. Et là, je me suis rendu compte, avec l'expérience, que ce sont vraiment des préjugés. Et maintenant, c'est ça que je revendique aussi. Ce sont des préjugés parce qu'on sait qu'on on fait notre vie. Et ces pandémies, parce que finalement, c'est une pandémie des années 80, et nous touche. Un peu comme le Covid à l'époque. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de comparaisons, justement. Et tout à l'heure, tu parlais de l'accès aux médicaments, l'accès au Mexique, l'accès en France. En ce moment, tu sais qu'il y a des nouvelles molécules qui ont été développées à longue action. Il y a des injections, il y a des possibilités. Il y a même certaines presses pas très informées qui parlent de vaccins contre le VIH, parce qu'effectivement, on peut prendre des médicaments et ne pas se soucier du VIH pendant 2, 6 mois, bientôt 1 an, 2 ans. Comment tu te situes dans tout ça? Est-ce que pour toi, les sujets des médicaments, de l'accès, des innovations, c'est un sujet dans ta vie? Ou c'est quelque chose que, voilà, ça viendra ce que ça viendra? Non, justement, je suis une personne très curieuse. Et je me concentre un peu de recherche et l'innovation. Donc maintenant, je reçois les injections de 2 mois. Et parce que justement, j'étais dans un événement avec une association qui s'appelait Corevit. Ils ont mentionné la question des injections. J'ai demandé à mon médecin. Et il m'a dit que oui, effectivement, j'avais le profil pour le faire. Et là aussi, je me suis rendu compte du privilège d'avoir accès à cette injection, puisque je pense que c'était pour tout le monde. Et c'est pas pour tout le monde. Il faut remplir beaucoup de choses au niveau santé, au niveau physique. Et beaucoup de choses sont faites, ou des recherches sont faites avec des gens, des hommes européens blancs. Donc, ce qui laisse plutôt les femmes africaines qui ont un corps complètement différent hors de cette possibilité. Et donc, je recherche l'innovation et je reçois mes médicaments chaque 2 mois. Exactement, tu l'as bien dit. Si on ne fait pas des recherches sur des personnes différentes, des hommes blancs qui peuvent se les permettre, on ne saura jamais si ça va marcher sur une femme d'origine africaine. Tout à fait. Et Xavier, tu es plein de projets, on l'a vu déjà, dans le passé, mais dans le futur aussi, tu te vois comment? Qu'est-ce que tu es en train de préparer? En ce moment, j'ai une transition dans ma vie. Je suis un peu... ça fait 9 ans que je suis à Paris, donc je pourrais un peu déjà quitter la ville. Je pense que c'est comme beaucoup de gens qui habitent à Paris, c'est un peu une relation toxique. Je l'aime bien, mais en même temps... Voilà, là, c'est Paris. Hein. C'est Paris. Et mon intention, c'est continuer avec mes projets, parce que je suis indépendant freelance en communication, graphisme. C'est pour ça aussi... toute la partie de charte graphique, c'est moi qui l'ai développée sur le Positivo Podcast, sur le petit ruban rouge, justement pour un peu casser des idées. Et au niveau émission, je vais développer la saison 2 en français, en espagnol et maintenant en anglais, parce que je parle couramment les 3 langues. Et j'ai des contacts, parce que j'ai travaillé beaucoup aussi au niveau européen. Et j'ai rencontré pas mal de réseaux en Europe. Et j'ai la chance de voyager partout dans le monde. Je me disais, c'est intéressant d'avoir des histoires en anglais qui sont différentes. En français, ce sont des histoires différentes. En espagnol, ce sont des histoires différentes. Comme ça, mon idée, c'est de créer une sorte de mouvement où on peut parler du VIH et avec ce regard humain, collectif et général, que ce n'est pas que des hommes. Et tu as déjà commencé à enregistrer la 2e saison? Non, je vais commencer en mai, fin mai. Je vais aller au Mexique en mai, donc je vais profiter que je serai sur place pour contacter. J'ai contacté d'autres associations. Bon, ça sera en espagnol, mais une parle anglais, donc j'aimerais aussi avoir cette dimension de, OK, qu'est-ce que ça s'est fait dans d'autres pays? Du coup, si je comprends bien, les podcasts, ils ne sont pas traduits. C'est vraiment dans des langues différentes, des témoignages différents. Oui, toujours des témoignages. C'est vraiment, j'utilise pas on va dire la IA pour traduire. C'est vraiment, si c'est en espagnol, c'est les gens qui m'en parlent en espagnol. Heureusement, avec tout le logiciel qu'on a maintenant, j'ai la possibilité d'enregistrer à distance.
Et par exemple, ce que j'ai fait avec ma mère. Et mon idée, ça sera aussi que pour la saison espagnole, inclure des voix en Amérique latine, par exemple, ou des migrants aux États-Unis, avec tout ce qui se passe actuellement. Donc, cette idée, c'est vraiment la perspective. En français, ça a plutôt un public parfois francophone, avec des histoires africaines, des pays africains. Et en espagnol, c'est l'Espagne aussi, plutôt l'Amérique latine. Et en anglais, ça sera tout le reste du monde. C'est les 3 langues que je parle. C'est parfait. Merci beaucoup, Javier. Je trouve que ces podcasts sont très intéressants. Comme je disais, on vous proposera les podcasts en français sur notre antenne, mais vous pouvez toujours tout retrouver sur le site internet. Positivopodcast.com. Merci beaucoup. Merci à toi et merci pour l'invitation. Restez à l'écoute de Vivre avec les VIH. On va continuer à parler des témoignages parce que les témoignages, c'est aussi l'ADN du comité des familles, en particulier à travers les projets Madeleine. Depuis 2008, les projets qui portent ce prénom permet à des personnes vivant avec les VIH de prendre la parole devant les jeunes. L'objectif est simple, expliquer la réalité de la vie avec les virus et pour encourager la prévention et surtout déconstruire la discrimination. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'un de ces moments d'échange enregistrés face à des élèves de 14-15 ans. Un immense merci à Axel, Sébastien et Caroline pour leur courage et leur sincérité. Et donc, je me prénomme Caroline, j'ai 50 ans et au cours de ma vie, j'ai rencontré le VIH, comme on va dire. Il y a de cela 21 ans, donc c'était en 2004 que j'ai découvert que je portais le virus en moi. Bon, particulièrement, je ne l'ai pas découvert parce que j'étais malade, je l'ai découvert parce que j'ai fait un dépistage dans le cadre du mariage. Préparatif au mariage, j'ai fait une batterie d'examens. Et au cours de cet examen, le résultat du test du VIH s'était avéré positif. J'ai été prise en charge, pas tout de suite parce que je n'étais pas en Europe, j'étais dans un pays d'Afrique. Et le traitement n'était pas donné à tous. C'était difficile, c'était un peu cher. À l'époque, ça se payait, il fallait payer cher. Donc, il fallait être dans un état clinique dégradé pour être prioritaire. Bon, mais moi, je n'étais pas prioritaire puisque, en fait, je ne savais rien. Donc, vous comprenez qu'on peut avoir le VIH, mais on ne sait pas qu'on a quelque chose en soi. Donc, je ne savais pas que j'avais un problème. C'est juste le test dépistage qui a révélé qu'il y avait un virus en moi. Et c'est pour ça qu'on conseille de faire le test de dépistage régulièrement quand on a une vie sexuelle. Et donc, pour ma part, ça s'est bien passé. Je vais vous raconter juste rapidement et puis je vous laisse me poser des questions de ce que vous voulez savoir. Ça s'est passé, j'ai quand même continué le suivi, donc des examens tous les 6 mois pour voir comment avance l'état. Pendant à peu près 5 ans, voire 6 ans, avant de pouvoir commencer le traitement. Et le traitement, heureusement, mon organisme a bien répondu. Donc, au cours de 6 mois, comme elle vous a expliqué, moi, j'avais la charge virale indétectable. Le plus dur, c'est beaucoup plus psychologique, c'est beaucoup plus l'entourage, c'est beaucoup plus l'attitude de l'entourage. Bon, j'en ai pas parlé à beaucoup de personnes puisque j'avais la chance de ne pas être physiquement... on ne pouvait pas m'identifier physiquement par rapport à ma pathologie. Donc, du coup, j'en ai pas parlé à beaucoup de personnes autour de moi. J'en ai parlé qu'avec mon partenaire et la famille, c'était plus tard. Donc, j'ai pas du tout vécu beaucoup de stigmatisation parce que les gens ne savaient pas. Et j'ai eu la chance que lui m'a soutenue. Donc, j'ai vécu avec le virus sans trop de difficultés, mais c'est surtout parce que j'étais soutenue et jusqu'aujourd'hui. Donc, tout s'est très bien passé. On a passé vraiment du temps ensemble et après,
Malheureusement, au cours de la vie, il y a d'autres effets qui font qu'on s'est séparés. Lui a pris un autre chemin, moi un autre. Et là, je continue tranquillement ma vie et à prendre les médicaments. Je me suis habituée. Hein, parce qu'au début, on s'est dit, oui, on va prendre beaucoup de cachets, ça fait beaucoup. Au début, c'est un peu difficile de prendre les cachets, mais avec le temps, on s'habitue. Et en plus, avec le temps, le nombre de cachets a diminué. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Franchement, de vous et moi, il n'y a pas une différence de vie. Je mène la même vie que vous. Je me réveille le matin, je prends mon petit café, je prends mon comprimé. Hop, je continue ma vie comme tout le monde, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de souci. C'est tout ce que je peux vous raconter de ma vie pour l'instant. Si vous avez d'autres questions, d'autres aspects de la vie que vous voulez connaître. Oui. Quand vous avez le VIH, est-ce que vous avez des douleurs par exemple est-ce que ça vous gêne quoi? Alors, VIH en lui seul, il n'y a pas de douleur, mais il peut avoir des douleurs s'il y a d'autres, si le système immunitaire est effectivement bas et qu'il y a d'autres pathologies qui s'installent. À ce moment-là, la douleur, ce n'est pas le VIH qui fait la douleur, mais c'est plutôt l'autre pathologie qui s'est installée, l'autre maladie qui s'est installée, qui fait des douleurs. Est-ce que vous avez eu des douleurs J'ai eu des douleurs à un moment donné quand j'ai eu le zona. Parce que voilà, justement, à un moment donné, j'ai eu le zona. Comme je ne prenais pas de traitement, à un moment donné, j'ai eu le zona. Et le zona, ça fait très mal. Ouais. Je confirme. C'est le zona qui me faisait mal. Et est-ce qu'il y a un moyen de calmer du coup votre... Oui. Les autres pathologies en question, il y a des traitements. Il y a un traitement pour le zona. Il y a un traitement. Et directement, j'ai pris le traitement. Et puis après, c'est passé. Mais les premiers jours, ça fait mal. Ça, j'avoue. Ça brûle. Ça brûle. Oui. Alors, on nous a dit qu'en France, c'était remboursé le traitement. Mais vous aviez dit qu'avant, vous n'y étiez pas. Est-ce que c'était aussi remboursé ou vous deviez payer l'intégralité? Désolée, c'est pas... Non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je pense même en France, peut-être au début, c'était payant. Hein? Je sais pas. Ok. J'ai aucune idée. Je vais dire en général, dans les pays en voie de développement, c'était payant au début. Mais avec les subventions, par la suite, c'est remboursé. Et au début, ça a commencé à être remboursé à un tiers payant. C'est-à-dire on paye une petite moitié, une partie, et puis le financement rembourse une autre partie. C'est vrai que ça pose la question de l'accès au traitement, parce que dans les pays africains, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas accès aux médicaments. Nous, on a de la chance en France, on a le 100% santé, donc on est pris en charge à 100%. On a un système de santé quand même qui est très bon, même si on n'arrête pas de dire que c'est nul, mais quand même on a de la chance. Oui, tout à fait. Et avec notamment, je ne serais pas rentrer en politique, mais les nouvelles directives de Trump sur tout ce qui est aide aux organismes qui luttent contre le VIH et le sida, en fait il a décidé de diminuer quasiment... Les subventions au niveau des pays en voie de développement, de l'Afrique surtout. Et du coup, ça crée aussi une difficulté parce que les personnes qui n'ont déjà pas beaucoup à manger, et donc du coup, ils n'ont pas un financement, enfin, ils n'ont pas mis des économies de côté pour le traitement. Ça devient un peu difficile pour eux de se soigner. Et là, ça fait un peu... bref, je veux dire, si déjà dans un coin du monde, il y a des personnes qui ne peuvent pas se prendre en charge, on relance un peu le débat du VIH, c'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait, ça se recommence et puis à un moment donné, on se retrouvera un peu dans ce cycle. On commence la partie. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport au prix des médicaments, parce que c'est une vraie question très actuelle. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais on sait que récemment, il y a des molécules, des traitements qui sont très performants, de plus en plus performants. C'est-à-dire qu'on commence à avoir sur les marchés des produits qui permettent d'être pris une fois, par exemple, et nous protègent du VIH pendant 2 mois en prévention, ou aussi des produits qu'on prend, on n'a pas besoin d'aller de prendre un cachet tous les jours. Bon, tout ça pour dire que nous, en tant qu'association de lutte contre le VIH,
on est toujours présent, attentif, parce que le problème, c'est que quand il y a ces nouveaux médicaments, il faut qu'il soit... Tout le monde il doit avoir accès et pouvoir avoir cette possibilité. Et c'est très difficile en ce moment de maintenir l'attention très haute sur ça, sur le fait que tout le monde doit y accéder. Du coup, c'est un de nos luttes, des choses qu'on fait tous les jours, parce que la science avance, mais aussi la participation et l'accès à tout le monde doit être garanti. Ça, c'est quelque chose de très... Ça a touché quelque chose de très important, je trouve. Tout à fait. Désolée, hein. C'est normal. Oui. Juste, c'est à peu près combien en médicaments, par exemple, pour se protéger du VIH? Pour se protéger pour la PrEP, au cas où on a un accident, c'est ça? Bon, ben, il n'est pas payant, s'il est remboursé. Vous vous dirigez juste aux urgences, vous présentez votre situation, on vous fait, bien sûr, on va vous faire des prélèvements, des tests, mais on vous donne directement le traitement. Il n'est pas payant. Ça fait partie de la prévention des... Voilà, c'est sur ordonnance. Cet après-midi, on va aller dans un centre de santé sexuelle qui est un lieu où justement vous allez pouvoir avoir accès au dépistage et vous allez pouvoir parler de prise de risque et c'est des lieux qui sont gratuits et anonymes. Et notamment pour les jeunes, justement pour vous permettre de pouvoir aller plus facilement vous faire dépister, vous faire soigner qu'avec le médecin qui est peut-être le médecin de vos parents où vous n'allez pas forcément tout leur raconter, tout ça. Donc, vous allez voir ce genre de lieu-là où vous pouvez vous rendre si un jour vous avez besoin. Et précision importante, les préservatifs sont gratuits en pharmacie jusqu'à 26 ans. Donc vous pouvez aller en pharmacie en demander. C'est vrai. C'est bon? C'était à moi. Donc moi c'est Sébastien, j'ai 34 ans et donc je suis aussi donc séropositif ou personne vivant avec le VIH. Moi j'ai découvert ma contamination en décembre 2020, donc c'est déjà maintenant presque 6 ans. Moi j'ai découvert un peu sur le tard, donc j'étais déjà dans un stade assez avancé, j'étais presque par là, au niveau du chemin. Tout à l'heure on parlait du nombre de copies, j'étais pas très loin des 12, voilà. J'étais un petit peu plus, je crois que j'en avais une trentaine. Donc faut imaginer, c'était vraiment... Tu marchais encore? Je marchais encore, mais j'étais vraiment... déjà je suis pas très épais, donc j'avais perdu beaucoup de poids, mon corps avait un peu changé, j'étais très fatigué et moi je l'ai su à l'hôpital, donc... parce que je commençais vraiment à être bien fatigué et j'avais plus beaucoup de défense, donc c'était en plus en 2020, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait quand même le Covid, donc c'était quand même une période très très compliquée. Donc quand j'étais à l'hôpital, on m'a mis dans une chambre spécifique où personne ne pouvait venir, même pas ma famille, etc. Les médecins devaient prendre des précautions vraiment très très restrictives. Et même si j'étais presque à ce stade-là, le fait j'ai été mis sous traitement très rapidement, donc sous trithérapie, donc avec un cachet par jour, etc. Mon taux de CD4, donc les globules blancs qui nous protègent, sont montés très très vite, parce que maintenant, en janvier, là j'ai fait une prise de sang, j'étais à plus de 500 CD4. Donc on a rééquilibré le truc, et puis ma charge virale elle était très très élevée. C'était vraiment exponentiel, on était à 10 millions de copies, je suis redescendu vraiment en dessous de 30, donc je suis indétectable et tout va bien. Pour le coup, alors c'est vrai que ça fait un choc quand on l'apprend, parce que c'est un petit peu... c'est comme si ça fait un arrêt sur image dans la tête. On se dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. C'est très psychologique quand même, ce qui nous arrive au début. Puis la vie continue, puis surtout... je pense que quand nous arrive ce genre de choses, il faut beaucoup en parler. Il faut énormément en parler, il faut le verbaliser. Moi, je pense que j'ai eu la chance d'avoir été très très entouré par ma famille, par ma mère notamment, qui a très bien compris la situation, par certains de mes proches aussi. Après, j'en ai pas parlé à tout le monde, bien entendu. Il y a des choses, par exemple, à mon travail, j'en parle pas. C'est quelque chose qui est l'ordre du perso, et donc je vais pas
je vais pas commencer à en parler, mais je trouve que c'est important, voilà, de l'évoquer pour pouvoir un petit peu démystifier tout ça, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se disent et qui sont un peu n'importe quoi. Et puis surtout, je me rends compte, voilà, au fil des années, j'ai réussi à vivre avec, sans que ça me prenne toute la tête. Parce que c'est vrai que c'est invisible, mais en même temps, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'espace dans la tête, en se disant, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça change beaucoup psychologiquement. Parce que c'est invisible et qu'on n'a pas vraiment trop les moyens de le voir, puis tu vois, de gérer les choses, tu vois. Même si on est sous traitement et que tout va bien, il y a quand même des choses quand même de l'ordre de l'inconscient qui font que ça tourne, ça cogite, quoi. On parlait tout à l'heure de l'avancée des traitements. Moi, je suis en traitement, j'ai été on va dire, patient pilote sur les traitements injectables. Ah ouais, pas très loin, à l'hôpital Tenon, je ne sais plus comment on le dit. En fait, il y a des traitements où on prend un cachet tous les jours, et puis il y a des traitements où c'est des injections qui se font dans le gras des fesses. Et là, c'est 2 piqûres tous les 2 mois. C'est-à-dire qu'on ne prend plus de cachet tous les jours, c'est juste tous les 2 mois, on a des injections. C'est un traitement un petit peu plus concentré et qui permet un petit peu de alléger sa prise de traitement. Moi, ce traitement, il m'a permis un petit peu de me libérer, parce que c'est vrai que malgré qu'il nous protège, le premier que j'avais quand j'ai découvert la séropositivité à l'hôpital, il était assez lourd, et donc du coup j'avais des effets secondaires, comme par exemple des nausées, des insomnies, etc. Et du coup, le fait d'avoir basculé, je l'ai basculé en 2022, quand ça arrivait à peu près au niveau des tests, tous mes effets secondaires ont disparu. Donc ça, c'est une bonne chose, je trouve. J'ai repris du poids, j'ai pu me reconstruire. Et puis maintenant, le fait d'être en face de vous, ça me fait beaucoup de bien, parce que du coup, je partage quelque chose, et puis j'arrive à transformer tout ça. Comment ça se passe au niveau de l'annonce Alors, ma première expérience, elle était très, très, très bonne, très fructueuse. D'ailleurs, je suis restée conseillère pendant longtemps, et je prenais l'exemple sur ma situation, parce qu'en fait, quand je fais mes examens, en même temps, mon fiancé, à l'époque, il fait ses examens, et son résultat de VIH est négatif. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'était en 2004, donc on n'en parlait pas beaucoup. Il y a eu quelques battements pendant 2 semaines, mais après il est revenu à sa décision, il m'a soutenue. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit, écoute, tu n'en parles pas à ta famille parce que ça va les briser. Donc, puisque lui, il était là, il me soutenait, j'ai gardé le secret avec lui. On est resté, on a continué notre chemin, on s'est mariés d'ailleurs, sans que personne ne sache. Donc là, vraiment, c'est un soutien très fort. Alors qu'autour de moi, du coup, j'ai rejoint une association, et donc je partageais avec l'association. Mais autour de moi, dans l'association, je voyais beaucoup de personnes qui reviennent parce qu'il y a eu rupture. Dès qu'ils ont eu leur résultat, il y a eu rupture, surtout quand l'autre n'est pas positif. Mais je tiens aussi à rappeler que le fait qu'il soit resté, c'est parce que quand j'ai rejoint cette association, j'ai rencontré dans l'association 2 couples séro différents. Des couples où l'un était positif et l'autre négatif. Donc c'est en suivant le témoignage de ces couples que lui il a dit, bon ok, si c'est possible pour certains, ça veut dire que ça peut aussi être possible pour moi. Donc du coup on est resté longtemps, il m'a soutenu, il y a plusieurs couples qui ont vécu comme ça. Et là, c'est passé. J'ai vécu toute ma vie tranquille. Je témoignais, je ramenais les autres vers moi. Écoutez, c'est possible, ça peut être possible. Les personnes qui vivaient des difficultés pareilles, qui les réconfortaient aussi. Jusqu'au jour où on s'est séparés aussi. Voilà. Donc, je redeviens célibataire. Sauf que,
comme de prime abord, pour moi, j'avais pas eu de difficultés. Donc, je me dis, c'est facile, c'est simple de raconter. Donc, quand je rencontre quelqu'un, je lui dis, bon, ben écoute, tu sais, là, voilà, est-ce que tu as entendu parler du VIH? Je suis concernée. Et puis, la relation se coupe. Et puis, la personne n'en parle plus. Donc, pour dire que c'est un peu difficile par moment, mais ça dépend de la compréhension. Je pense que quand on n'a pas compris le sujet, c'est un peu difficile. Mais quand on arrive à se retrouver avec des personnes qui ont compris le sujet, oui, on arrive à se remettre. Donc, j'ai essuyé 1, 2, 3 échecs, 3 déceptions comme ça, avant de pouvoir me remettre avec quelqu'un qui a compris que oui, c'est possible, voilà. Je peux supporter. C'est toujours pas facile psychologiquement. Non, c'est effectivement. Donc voilà un peu mon expérience dans les relations avec le VIH. Ouais, c'est pas facile de l'annoncer quand on fait une rencontre. Moi, pour mon cas, moi, quand je l'ai appris, moi, j'étais pas avec quelqu'un, donc j'ai pas eu trop à cogiter à ce moment-là. Par la suite, j'ai fait des rencontres et c'est vrai que la question vient tout de suite, est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas? Et je me suis dit, non, je vais en parler assez rapidement. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de déceptions, beaucoup de personnes sont du jour au lendemain, plus de messages ou plus de nouvelles, ou même... alors moi, j'en parlais souvent, soit le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous. Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, tu me l'aurais dit même avant, on ne se serait jamais adressé la parole, ce qui est hyper violent. Donc c'est là aussi, comme je disais tout à l'heure, ça fait beaucoup cogiter, parce que c'est quelque chose, c'est psychologique, c'est vraiment, ça attaque d'un point de vue inconscient, de se dire, mais en fait, on renvoie une image qui n'est pas la nôtre, et qu'au final, on n'a rien fait, quoi. Et c'est vrai que il faut se blinder un petit peu, il faut avec le temps ça passe, et puis fin 2022 j'ai rencontré mon compagnon actuel, donc ça va faire 3 ans bientôt qu'on est ensemble. On est dans un couple donc séro-différent, donc lui il n'est pas porteur, il est séro-négatif, ça se passe très très bien, parce que j'ai envie de dire, il a eu une intelligence. Et il a été à l'écoute de beaucoup de, quand je lui en ai parlé, de comprendre et d'accepter et puis de m'accompagner. Donc là pour le coup, on regagne en estime de soi, énormément, parce qu'on se sent soutenu. C'est pour ça qu'il faut beaucoup, je pense que c'est hyper important d'en parler, de poser des questions. S'il n'y a aucune mauvaise question, c'est hyper important de s'informer et d'échanger par rapport à ce sujet-là. Parce que forcément, quand je lui ai annoncé les choses, il savait certaines choses, mais il ne savait pas tout. Par exemple, le traitement injectable, il n'en avait jamais entendu parler, donc du coup, il y avait une curiosité, mais pas une mauvaise curiosité, tu vois, pas quelque chose qui est « Ah bon, tiens, ça fonctionne comme ça, etc. » Et c'est vrai que j'ai trouvé d'être sentir soutenu, d'être accompagné, ça fait beaucoup de bien. Tout à fait. Tu parles d'intelligence, mais je ne saurais pas trop ce mot-là parce que je me dis que c'est pas forcément. Je pense que la peur, c'est quelque chose qu'on a tous et à des niveaux différents. Enfin, on l'a vu avec le Covid, il y en a qui étaient hyper flippés, qui avaient un masque tout le temps, qui se lavaient les mains toutes les 2 minutes. Et je pense que la peur, c'est quelque chose qu'on a en soi. Après, le fait de comprendre la maladie, de mieux connaître, effectivement, ça fait qu'on a moins peur, je pense. Parce que là, maintenant que vous savez qu'on est indétectable, je pense que j'espère que vous avez moins peur de nous, entre guillemets. mais oui, c'est une forme d'intelligence émotionnelle, peut-être. Ouais. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément cette capacité non plus de... Bien sûr. Et même moi, en fait, je vais pas raconter trop mon histoire, mais je suis aussi séropositive depuis 2008. Et je me suis souvent demandé si j'étais pas séropositive, est-ce que si quelqu'un venait me voir en me disant moi je suis séropositive, est-ce que je me dirais ok c'est pas grave? En fait je sais pas. Oui c'est vrai, mais je sais pas non plus. Et donc c'est quand même quelque chose de très personnel. Et bon, le fait de savoir tout ça effectivement ça aide. Et ça met du temps à rentrer. Oui bien sûr. Ça met du temps à rentrer en fait.
Après, ce que j'aime bien dire quand même, c'est qu'on n'est pas que séropositif. Ça fait partie de nous parce qu'on l'a, mais moi je suis pas que séropositif. Je suis aussi maman, je travaille, je suis bénévole pour le comité. J'ai plein de passions dans la vie qui sont pas du tout liées au VIH. Donc voilà, c'est une partie de nous, mais c'est pas, notre identité ne se résume pas au fait qu'on soit séropositif. Et juste sur cette expérience de maman, du coup, moi j'ai été contaminée en 2008, donc on était là, on était vraiment là, mais au tout début, donc les gens ne savaient pas encore trop qu'on ne transmettait plus. Nous, au comité, on avait commencé à le comprendre par d'autres couples qui faisaient des bébés sans se protéger, donc on se disait, finalement, ils peuvent avoir des enfants sans se protéger, c'est qu'ils sont indétectables, et il y avait un avis suisse qui avait été rendu par un médecin suisse, qui était très précurseur. Donc nous, on savait un peu ça au comité, mais c'était encore un peu les débuts. Et donc moi, quand j'ai appris en 2008, on était là. Le père de ma fille, je l'ai rencontré au comité en 2009. Il était séronégatif. Et on a eu notre fille en 2011, qui était aussi séronégative du coup, parce que j'avais pris le traitement tout au long de ma grossesse. J'ai accouché par voie basse sans rien de spécial. Et après, elle a eu un traitement pendant 2 mois pour éviter la transmission post-accouchement. Maintenant, il n'y a plus ça, je crois. Maintenant, c'est juste traitement de la maman pendant toute la grossesse et c'est tout. 3 jours. 3 jours. Voilà. Le traitement de la maman, le traitement standard. Standard. Ton traitement, quoi. On avait changé parce que comme ils ne savaient pas trop les effets secondaires pour le bébé, en fait, il y avait un traitement spécial, donc j'ai repris le protocole, mais c'était juste pendant la grossesse. Après, j'ai repris le traitement que j'avais avant. Bref, un petit ajustement, mais au final, pas grand-chose. Après, comme vous disiez, c'est quand même, d'un point de vue physique, tout va bien. On n'est pas... Mais c'est plutôt effectivement les conséquences psychologiques et mentales de la maladie qui sont plus compliquées à gérer. Notamment le fait de le dire, pas le dire, à qui est-ce qu'on le dit, est-ce que si la personne elle me rejette, comment je réagis, parce que ça fait quand même, ça renvoie un peu l'effet de boomerang, quoi. On se dévoile et puis le truc nous revient en pleine tronche. Mais bon, voilà, je pense que c'est avec le temps aussi qu'on apprend. Mais il y a quand même beaucoup de... moi, ce qui m'a le plus pesé dans tout ça, c'est le côté de ne pas pouvoir le dire, en fait. Le secret, le côté... je vais au boulot, mais il faut que personne ne le sache, parce que sinon, je vais pas avoir de promotion, je vais pas avoir de... Tout le monde va se dire, elle est malade, elle va pas pouvoir faire ça. Ce côté, voilà... Mentir un peu aussi. Ouais, un peu mentir. Et avoir une double vie. Une double vie, ouais. On a l'impression d'être dissocié. Oui. Moi, l'exemple que j'ai, c'est... Je suis en traitement injectable, donc du coup, je dois quand même poser... Enfin, pas poser, mais en tout cas, j'essaie, il faut que j'arrange dans mon emploi du temps pour pouvoir prendre mon rendez-vous pour me faire mes injections. Tous les 2 mois. Donc, soit je fais très tôt le matin, soit je fais très tard le soir. Et donc, du coup, il faut que je trouve, entre guillemets, une excuse pour vraiment dire, tiens, je vais sortir du travail, etc. Ou si je suis en télétravail, donc quand je travaille de chez moi, ça va, j'arrive un petit peu à gérer, mais... Disons que je suis dans un métier qui est assez prenant et que je suis souvent beaucoup sollicité. Donc du coup, à chaque fois, il faut que je trouve j'ai l'impression d'être agent secret par moment, tu vois non, mais c'est vrai de dire, tiens, attends, je vais dire ça parce qu'en fait, je vais machin, tout ça. Et c'est très compliqué, ça. En fait, c'est là où ça pèse, en fait. Et tu as juste envie de te dire, tu as juste envie de dire des fois, bon, j'ai ça, c'est pas un problème et laissez-moi vivre, quoi. Mais le souci, c'est que ça ne peut pas être entendu par tout le monde et que du coup ça crée un poids pas forcément que tu n'as pas envie de t'infliger.